Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelque chose de très particulier et je suis convaincu que c'est pas quelque chose que tu as déjà entendu sur YouTube, c'est les faces sombres du milieu du closing et je vais rentrer dans des profondeurs extrêmement sombres que tu n'as jamais entendues. C'est clair, net et précis. Et en fait, pourquoi je veux te partager ça? Je veux que tu évites de tomber dans certains pièges. Je veux que tu démarres dans le milieu du closing si tu es en phase de démarrage ou si tu es en phase t'es déjà dans le milieu depuis quelques temps, que tu prennes conscience de certaines choses qu'on ne te dit pas, qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment des côtés cachés, très sombres du milieu du closing, et tu vas en ressortir avec de la clarté. C'est très simple, le mot d'ordre, c'est on va passer du côté sombre à la lumière, et tu as besoin de connaître déjà ces côtés sombres pour comprendre comment tu peux les faire passer à la lumière. J'ai pu accompagner un peu plus de 350 entrepreneurs closers à développer leurs compétences en vente, et j'ai pu effectivement aussi placer des gens dans des structures, donc dans des entreprises effectivement, et bien sûr même avant ça, j'ai été moi-même closer dans plusieurs structures et j'ai pu avec tout ce recul et cette expérience analyser tous ces points que je vais te partager ici. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. En fait, l'une des faces vraiment très sombres du closing, c'est que les infopreneurs méprisent les closers. Pas tous, mais beaucoup d'infopreneurs ne respectent pas le métier du closing. Pourquoi? Parce qu'ils ont été la figure d'autorité de leur business. Donc ça a été facile pour eux de closer parce que c'est leur business. Ils ont pris leurs appels. Et du coup, quand tu prends un closer et qui n'a pas le même taux de closing que toi, alors que lui, il est formé au closing et que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, tu n'as pas été formé au closing, eh bien, tu penses que le closer, c'est de la merde. Donc du coup, tu ne respectes pas le milieu du closing parce que tu dis en fait c'est facile. Pourquoi? Parce que toi, tu as closé facilement. Donc en fait, il y a des infopreneurs qui ne respectent pas le métier du closing et qui méprisent les closers. Et ça, c'est vraiment une phase qui est très sombre, c'est une phase cachée, même on ne dit pas, que moi-même j'ai vécu. Comment ça s'est manifesté quand tu l'as Bah, vécu ça s'est concrètement? manifesté quand tu vois que tu fais des appels et que tu closes pas et que l'infopreneur te dit mais moi lui je l'aurais closé, moi lui je l'aurais closé, moi celui-là, oh mais lui il était trop facile. Bah, au bout d'un moment, en fait, j'ai pété un plomb, je dis, bah, tu sais quoi, prends-les les appels, moi j'en prends plus. Prends les appels avec moi. Et il a commencé à prendre des appels, son taux de closing était aussi nul que le mien à ce moment-là. Grosse remise en question au niveau du marketing. Donc en fait, les infopreneurs, les entrepreneurs, donc les partenaires en quelque sorte, ceux qui ont une offre, parfois et souvent ont du mal à accepter que le marketing il est pas bon. Tu vois? Donc toujours dans cette partie de les infopreneurs méprisent le closer, il y a une petite branche à l'intérieur qui fait que c'est souvent la faute du closer. C'est souvent la faute du closing, et c'est pas le marketing. Alors que non, en fait c'est 50-50. Le marketing et le closing sont étroitement liés. Donc quand tu as un entrepreneur qui respecte le métier du closing, qui sait que c'est pas facile et qui, avant de dire ah mais c'est la faute du closer, se remet en question, bah ça avance bien généralement dans ce type d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette info, que ce soit sur le choix des partenaires ou le développement de la relation pendant qu'on bosse pour eux en tant que closer? Bah, déjà, si t'es closer, on va commencer par le closer. Si tu tombes dans une entreprise, dans une structure où effectivement l'infopreneur ne respecte pas le closing, généralement ça dure pas longtemps. Généralement, ta durée de contrat, ta durée de mission avec ce type de profil, ce type de personne ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Sauf s'il se remet en question, s'il accepte, s'il change de posture et d'état d'esprit, et ça va être complètement OK. Par contre, s'il ne change pas d'état d'esprit, tu ne vas pas durer longtemps dans ce type d'entreprise. C'est logique. Tu ne peux pas rester à un endroit où tu ne te sens pas respecté. Et pour les entrepreneurs, bah, gardez en tête que c'est pas facile. Les infopreneurs qui méprisent les closers, voilà, le closing, c'est pas un métier qui est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait aujourd'hui. Mais comme c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde, donc du coup, c'est pas un métier facile. Donc, si tu penses que c'est facile, donne-toi une semaine en tant qu'infopreneur, coupe les appels à ton closer, prends tous les appels et on va voir si tu vas closer autant que ce que tu penses. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est ton closer qui est pas bon. Mais si c'est pas le cas, tu devras présenter des excuses à ton closer. On vend vachement le closing comme la liberté. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est vraiment libre quand on est closer? Comment ça se passe par rapport aux pubs devant la piscine? Tout dépend de ce qu'on appelle liberté. D'accord? La liberté,
Il y a la liberté géographique, il y a la liberté financière, il y a la liberté temporelle. Dans ces trois, il y en a deux, c'est quand même des illusions. La liberté temporelle, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que quand on vend au closer le fait que tu vas travailler 3, 4, 5 heures par jour et que tu vas pouvoir gagner 10 000 euros, travailler au bord de la piscine, etc., c'est pas ce qui se passe dans le marché. Généralement, tu as beaucoup de closers dès qu'ils se lancent, ils travaillent 6 jours sur 7, parfois même 7 jours sur 7, qui travaillent de 8 heures à 22 heures, et c'est à 22 heures qu'ils remplissent leur CRM. Euh, c'est assez intense, tu vois, c'est assez intense. Et c'est normal que ce soit intense. Tu sais, le milieu du closing, c'est comme un effet de levier. Au début, quand tu sors de formation, tu commences à te faire la main, donc tu commences à avoir ton premier partenaire ou même deux partenaires. Donc en quelque sorte, tu vas avoir beaucoup de travail pour très peu de résultats. C'est la courbe. Et après, en fait, plus tu avances et plus tu vas passer moins de temps pour plus d'argent. Parce que tu vas avoir besoin de moins de temps pour faire un appel de qualif, moins de temps pour faire un appel de closing, moins de temps pour faire du follow-up, moins de temps pour closer une personne, etc. Moins de temps pour remplir ton CRM, ainsi de suite. Donc au début, en tout cas, si toi qui nous regardes, tu es en train de te poser des questions, de réfléchir et de te décider à te lancer dans une formation de closing, bah, sache que ça va effectivement au début te prendre du temps, de l'énergie, mais c'est tout à fait normal, hein. Tout à fait normal. Donc la liberté temporelle, pour moi, c'est une illusion. Ça, c'est une phase cachée, effectivement, une phase sombre qu'on ne dit pas. On dit que ça va être facile, tu vas travailler très peu de temps. Non, c'est faux. Complètement faux. Ensuite, si on parle de la liberté financière, c'est faux au début. Tu ne peux pas gagner tes 10 000 euros dès 3 mois. Surtout quelqu'un qui n'a jamais passé d'appel de sa vie, qui ne connaît pas le milieu du closing, qui n'était pas dans des métiers relationnels, qui n'avait pas cette intelligence situationnelle, relationnelle, émotionnelle, et qui démarre dans une formation de closing. Au bout de 3 mois, même tu finis ta formation au bout de 6 mois, 3 mois après, tu ne feras jamais tes 10 000 euros. Tu vois, Ça, on en a ou c'est parlé très rare. dans une autre vidéo sur combien on gagne quand on est closer. Vous pourrez aller la voir si vous voulez, avec exactement les Ouais, étapes et tout. exactement. Exactement, tu vois. Donc, je vais même te dire qu'il y a certains closers qui bossent gratuitement le premier mois juste pour faire leur place. Parce qu'il y a certains infopreneurs qui ne respectent pas effectivement encore une fois le métier du closing. Donc, il y a certains infopreneurs qui acceptent, en fait, dans le recrutement, tellement le closer n'a pas trouvé de mission, il lui dit, moi je bosse pour toi un mois gratuit, tu verras, je vais closer et ensuite tu vas me prendre. Hmm. Donc, il y a une... Tu vois, tu te dénigres. Hmm. Tu vois, tu te dénigres. Moi, je me souviens, je l'avais fait ça. Je l'avais fait il y a 4 ans, j'avais fait ça. Et il y a 4 ans, j'avais fait ça avec Jérémy. C'est moi qui lui ai fait cette proposition. Tellement, je lui ai dit, écoute, laisse-moi, je prends des appels pendant un mois. Tu me donnes des appels et tu verras mon taux de closing. Et à ce moment-là, à la fin du mois, on fait un point. Et en fait, moi, j'ai été payé le premier mois. Il m'a Hmm. dit non, non, ok, en fait, tu as osé, tu as eu de l'audace. On va te payer le premier mois, mais tu prends des calls et on va voir. Et après, du coup, je suis resté. Mais Ouais. ça va faire 4 ans. Parce que aussi, tu es tombé sur quelqu'un Je suis tombé qui sur des gens respecte. qui respectent le métier du Voilà. closing. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même closé. Il n'est pas fan du closing appel, donc du coup, il a closé beaucoup par message, Jérémy Coleman, et il sait que c'est pas facile. Il le sait. Si c'était facile, bah, il n'aurait pas eu besoin de nous, en fait, tu vois. Mhm. Ouais. Donc il y a des gens vraiment qui respectent ce métier, il y a des gens qui ne le respectent pas. Donc ça, c'est par rapport à la liberté financière. Au début, c'est dur, mais après, tu as besoin de moins de temps pour faire plus d'actions, et ces actions amènent plus de cash. Donc du coup, je pense que 3, 3 à 6 mois après ta mise en activité, ton lancement, tu peux commencer à générer 1500, 2000, 2500, et 6 mois, 9 mois, 1 an, tu peux dépasser la barre des 3 5 000. Ça, moi, je l'ai vu chez beaucoup de personnes. Ouais, ça c'est ce que tu observes, toi, chez tous les closers que tu as croisés, accompagnés, les gens Ouais, de l'équipe et tout. C'est à ouais. peu près ça les tendances. Là, aujourd'hui, à ce jour, j'ai pu accompagner un peu plus de 350, ouais, 350 entrepreneurs, 350 closers qui sont dans le métier de la vente, en fait, hein, vraiment Hmm. des personnes qui ont appris à donner envie d'acheter. Et sur ces 350, c'est exactement ce qu'on a analysé, tu vois. Les 3 premiers mois après la formation, c'est vraiment de la montée en compétences. Donc, tu commences à faire 1005, 2005, 3000, tu montes crescendo en termes de commission.
Et il y a certaines personnes qui, pendant les 6 mois d'accompagnement, commencent à faire les 1005, 2005, 3005. D'autres personnes, c'est après les 6 mois. Dans ton cursus d'apprentissage, n'attends pas la fin pour mettre en place les actions. Et ceux qui ont bien compris ça et qui l'ont mis en place en suivant le protocole DEA, bah, c'est eux qui ont généré le plus de chiffre d'affaires en commission assez rapidement. Ouais, ouais, parce que nous, ce qu'on peut dire pour les personnes qui écoutent, c'est que on a fait aussi d'autres vidéos sur vraiment le guide pour devenir closer. Donc c'est pour les gens qui veulent se reconvertir ou qui sont déjà closer et qui veulent aller chercher plus de performance, très bien gagner leur vie, être respectés, trouver des bons partenaires. On vous mettra les liens en bas pour aller Yes. voir des ressources supplémentaires. Dernier point, la liberté géographique. Bah, là, oui. Oui, en tant que closer, tu peux travailler de n'importe où, n'importe quel pays, tu as une connexion Internet, tu as la liberté géographique. Mais tu vois, sur les 3 types de liberté, on est quand même sur 2 phases sombres qu'on ne dit pas. La liberté temporelle, tu l'auras pas, surtout au début, parce que c'est beaucoup de travail. Et la Ouais. liberté financière, tu l'auras pas au début, parce que c'est aussi beaucoup de travail et c'est un effet de levier. Donc tu auras besoin de beaucoup de temps pour faire très peu de cash, et derrière, bah, moins de temps pour faire plus de cash. Donc à terme, tu l'auras, mais Ouais, tu l'auras pas sous 3 mois comme tout le monde te le dit. exactement. Quand on est closer, on doit vendre on doit vendre des offres, etc. Donc parfois on est amené à promettre des trucs aux prospects, aux clients, etc. Euh, c'est quoi, toi, la face sombre que tu vois de, de ce côté-là? Ça, c'est une phase c'est vraiment, vraiment une phase très négative, très sombre dans le marché du closing aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup d'offres qui sont pas qualitatifs, qui sont mal ficelés, où il n'y a pas de delivery correct. Et c'est des surpromesses, voire des fausses promesses. Et le problème, c'est que on dit aux closers de vendre ça. Et beaucoup de closers, dès qu'ils démarrent dans le milieu, n'ont pas le choix. Si je peux dire ça comme ça, même si je ne sais pas si je dois le dire. Ils doivent avoir un partenaire. Choisissent ce partenaire et ne prennent pas le temps de mener leur enquête en interne. De savoir est-ce que l'offre elle est vraie, est-ce que la satisfaction client est là, est-ce que la note NPS qui note effectivement la satisfaction client elle est positive, elle est supérieure à 6 sur 10. Est-ce qu'il y a des témoignages? Donc en gros, tu es tellement pressé et que tu ne t'intéresses pas à la qualité de l'offre et bah, tu vends du mensonge. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Il y a des surpromesses, des promesses mensongères dans les offres. Et on te demande en quelque sorte de pitcher ça de manière robotisée. T'inquiète pas, moi je. Les résultats clients sont là, etc. Mais sauf que c'est que des mots. Et bah, le closer commence à se lancer, commence à faire ses pitchs, ses closings sur des fausses datas, des fausses informations. Tu vois. Ça, tu l'as vu chez des closers qui ont vécu ça, ou même est-ce que toi tu l'as vécu, ce truc des closers qui ont été amenés à pitcher des trucs et à se rendre compte après qu'ils avaient vendu de la merde? Ouais. En fait, tu vas t'en apercevoir très rapidement. Tu vois, généralement, les phases sombres, elles s'éclaircissent Elles très se rapidement, révèlent tu vite. vois. Ouais, Ça va très vite. Dans ce milieu-là, dans ce cas pratique, dans ce cas précis précis. qu'on vient de citer ici, la demande de remboursement, ça te fait ouvrir les yeux. Parce que n'oublie pas que le client, même une fois qu'il démarre, il est plus en contact avec le closer, il a toujours son numéro de téléphone. Donc, au moindre couac, c'est toujours le closer qui prend le premier message. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Ouais, plus que l'infopreneur, même plus que l'entrepreneur. Ouais, même avant l'infopreneur. Avant l'infopreneur, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, si l'infopreneur a demandé de pitcher d'une manière et qu'à l'intérieur du programme, il n'y a pas ce qu'il y avait, donc sur promesse ou promesse mensongère, le closer va recevoir un message: Hey, salut, même pas salut parfois. Tu m'avais dit qu'il y avait ça dans le programme, il n'y a pas. Tu m'avais dit que ça allait fonctionner comme ça et c'est pas comme ça. Moi, je demande le remboursement, ça me plaît pas, ça me correspond pas. Tu vois? Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le closer commence à se renseigner auprès de l'infopreneur. L'infopreneur lui dit: Oui, non, mais ça c'est bon, non, mais ça c'est bon, on va gérer ça, alors qu'il n'y a rien qui gère. La politique de l'entreprise, parfois, c'est on rembourse pas, parce que généralement, la plupart des personnes qui font des surpromesses ou des promesses mensongères sont
à Dubaï, Bali ou d'autres destinations. Donc du coup, bah, ils ne sont pas assujettis au droit français. Ils ne peuvent pas être taclés, suivis par les associations qui protègent les consommateurs en France. Et donc du coup, bah, on se retrouve. Le client s'est fait voler et le closer prend un gros coup de marteau sur la tête. Et tu imagines, tu viens de démarrer le closing et on t'insulte de voleur. Donc là, tu rentres dans une grosse posture mentale qui est le doute, où tu commences à dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Que tu le veuilles ou non, personne aime être traité de menteur, personne aime être traité de voleur. Tu vois? Donc ça, c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Quand un closer choisit son partenaire, il faut qu'il mène son enquête avant d'être onboardé. Tu vois? Tu te renseignes, quand tu as des vidéos témoignages, tu rentres en contact avec les personnes des vidéos témoignages. Salut, je suis Rachid, nouvellement closer dans l'équipe. Avant de prendre mes premiers appels, j'aimerais juste te poser quelques questions. Comment c'était vraiment dans le programme? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton ressenti? J'ai vu ton témoignage, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi? Voilà, un petit message comme ça avec d'une personne qui était dans le programme et qui a fini. Elle va te dire des choses. Tu vas rentrer en contact avec des clients actuels. Donc ça, je te dis des clients finis, des clients actuels dans le groupe privé, dans la communauté. Yes, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Rachid, nouvellement closer au sein de KP. Euh, J'aimerais te poser quelques questions si c'est possible pour toi. Tu vas te renseigner auprès des coachs, leur poser des questions. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez trouver qu'il n'y a pas? Pour voir est-ce qu'il y a des manquements ou pas. Tu dois mener ton enquête. C'est super important. Une fois que tu as mené ton enquête, il y a aussi quelque chose de très sombre chez beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires, c'est que le closer est mal onboardé. Il n'y a pas de vrai onboarding dans des entreprises. Pourquoi? Parce que généralement, les recrutements se font pour la plupart en urgence. J'ai un flux de calls entrant, j'ai besoin d'un closer, je prends un closer, je m'en fous, il est formé au closing, je le prends rapidement. Je le onboard en moins de 2 semaines. Il prend ses premiers appels. Il n'a pas pris le temps de s'entraîner. Il n'a pas pris le temps de mener son enquête. Donc tu vois, c'est un piège. Parfois, les entrepreneurs, les infopreneurs ne prennent pas le temps de onboarder correctement leur closer pour pas leur laisser le temps de découvrir certaines choses. Et ça, encore une fois, c'est vu et revu. Donc, prends le temps, donne-toi le temps en tant que closer, ne te presse pas, parce que je préfère que tu découvres cette phase sombre rapidement plutôt que d'attendre 6 mois, 1 an et que tu fasses la même erreur que moi dans une des vidéos où j'ai expliqué effectivement l'un de mes plus gros échecs qui était d'avoir mis du temps à me séparer d'un partenaire. Et j'ai pas envie que tu tombes dans ça aussi, tu vois. Donc prends ton temps et essaye de demander un onboarding qualitatif sur 2, 3, 4 semaines. Réécoute des appels soit de l'infopreneur, soit des closers qui sont déjà en place dans l'équipe. Le pitch, la présentation, il faut qu'elle soit béton. Et renseigne-toi de la véracité de ce que tu vas pitcher. Et après, normalement, c'est bon. En fait, on tombe effectivement dans... Et là, je pense que c'est pas la plus grosse face sombre du closing, c'est la performance. Il y en a une autre qui est beaucoup plus forte. Dont on va parler juste après, Ouais, qui est bien pire. exactement, exactement. Mais c'est vrai que en fait, tu rentres dans une forme de toxicité du culte de la performance. Pourquoi? Parce que oui, le métier du closing, c'est un métier de performance. L'activité est une activité qui nécessite une posture de performance. Un closer doit être un performeur. C'est non négociable. On est dans des métiers de croissance, on est dans des métiers de cash, on est dans des métiers de performance. On se doit d'avoir une posture de performance. Attention, je n'ai pas dit on se doit d'avoir un profil performeur. Il y a des profils qui ne sont pas performeurs, qui sont promoteurs, mais qui ont une touche de performance. Il y a des profils qui sont rêveurs, qui développent la performance. Tu vois, on ne va pas rentrer dans un cours de dev perso, mais c'est un métier de performance. Autrement dit, on doit avoir une touche de performance dans le métier du closing. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une obsession.
Il ne faut pas que ça devienne une obsession parce que si ça devient une obsession, tu vas vouloir à tout prix vendre pour vendre. Et si tu commences à vouloir vendre pour vendre, tu tombes dans ce qu'on appelle tu vas commencer à être dans une manipulation émotionnelle. Et tu te souviens, quand j'ai très souvent dit, la vente, ça peut être une arme de construction massive, comme la vente, ça peut être une arme de destruction massive. Ouais. Tu vois? Bah, en fait, ici, quand tu commences à rentrer dans cette toxicité de la performance, ça devient une obsession pour toi. Tu vas vouloir absolument vendre pour vendre. Là, tu tombes dans l'arme de destruction massive. Tu vas aller manipuler les gens émotionnellement uniquement pour vendre. Et à ce moment-là, ça arrive très souvent. Au début, involontairement, c'est inconscient. Tu vois. Mais rapidement, tu t'en aperçois. Pourquoi? Parce que au bout de la première manipulation émotionnelle, tu vas dire, c'est pas moi ça. Hmm. Tiens. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Ça me ressemble pas. Tu vas sentir un désalignement de valeur rapidement. Tu vois. Maintenant, après, à partir du moment où tu le ressens, la question c'est, ok, tu as fait un closing avec ça. Parce que tu as fait une pression externe plutôt qu'une pression interne, parce que tu as manipulé émotionnellement une personne, tu t'en as aperçu. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que parce que tu as closé, tu es content d'avoir encaissé, tu vas continuer à le faire pour faire grossir ton compte bancaire, sachant que, comme on est sur une arme de destruction massive, il y a quand même un taux de remboursement, un taux de litige qui va avoir lieu sur ces gens? Ou est-ce que tu dis non, ça ne me correspond pas et je reviens à ce que je sais faire initialement de très positif et de correct et je continue à faire ce qui fonctionne et ce qui est bon pour moi et pour mon prospect et non pas ce qui est dans la manipulation émotionnelle négative, arme de destruction massive. Le culte de la performance peut aussi pousser, inviter, incentiver, comme on dirait en anglais, à se dériver un peu de ces méthodes et à passer du côté obscur du closing, quoi. Alors, tu tombes une fois, Ouais. c'est un accident. Tu tombes deux fois, c'est entre accident et un choix. Mais tu le refais trois fois, c'est un choix. Tu vois. Si tu tombes une fois dans cette situation, ça peut arriver. Parce que ton intention de vouloir aider les têtes fortes et ton degré de performance est tellement fort. Donc c'est devenu une obsession, mais que toi, tu n'as pas encore analysé que c'était devenu une obsession. Plus ton envie d'aider t'a fait faire certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Accident. Hmm. Ouais. La deuxième fois, j'hésite. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un choix? Mais si tu le refais trois fois, c'est un choix. C'est toi qui as décidé de passer dans le côté dark. Tu vois, on vient de parler justement de manipulation émotionnelle. Ouais. Quand la performance devient une obsession, tu tombes dans des pratiques qui sont pas bonnes. En fait, il y a beaucoup de closers aujourd'hui ils vivent eux-mêmes une double vie émotionnelle. Ça, c'est ce qu'on ne te dit pas. C'est vraiment une phase qui est très sombre et très cachée du milieu du closing. C'est qu'il y en a beaucoup qui vendent des transformations qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais vécues. Où est la congruence dans tout ça? Qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas s'offrir. Tu vois. On a fait effectivement une vidéo il y a peu de temps sur formation à 1000 euros vs formation à 5000 euros. Tu vois. Je me souviens de ce qu'on avait partagé sur Ouais. les gens qui Tu vends choisissent du les vidéos à 1000 premium. euros. Tu vois. Tu vends Ouais. du premium et Ouais, tu veux vendre, tu veux être formé pour vendre des accompagnements premium et toi, tu es prêt à investir du low cost. Ça n'a pas de sens. Et généralement, c'est les personnes qui font cette erreur d'investir 1000, 2000, 3000 dans des formations euh, lambda, en formation de closing. C'est eux qui tombent effectivement dans cette phase sombre du closing où derrière, en fait, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vendre de la transformation. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le transfert de certitude. Et un closer doit avoir un transfert de certitude. Mais tu ne peux pas transférer de la certitude si toi-même, tu n'as pas eu une transformation interne. Quand on dit transformation interne, attention, si tu vends un accompagnement en immobilier, tu ne dois pas forcément avoir fait un investissement immobilier pour vendre un accompagnement en immobilier. Non. Mais par contre, l'état d'esprit de la personne qui va acheter, qui va investir dans ce programme immobilier, l'état d'esprit, c'est quoi?
c'est l'état d'esprit d'investir dans le but de rentabiliser. Mais d'investir quoi? 5, 6, 7, 10 000 euros. L'accompagnement. Mais le bien immobilier, il coûte combien? On est sur d'autres grosses sommes. Est-ce que toi, en tant que closer, est-ce que toi, tu es déjà prêt à investir 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros pour justement rentabiliser? Le gars, il a rentabilisé avec un investissement immo, mais toi, tu peux le rentabiliser avec des compétences. Mais le type de transformation et de prise de conscience, c'est le même. Le produit est différent. Tu vois. Autre exemple, allez, un accompagnement en perte de poids, 3500. Tu vas aider une personne à prendre une décision pour transformer sa vie physiquement. Ok, mais cette prise de conscience qu'il a amenée au physique, c'était quoi? Un mal-être, une douleur, peut-être une envie de plaire, peut-être autre chose. Mais tu l'as aidé à prendre cette décision-là. Donc, tu es en train de procéder à une transformation interne pour aller atteindre quelque chose. Et tu vas lui faire investir 3500. Est-ce que toi, tu as investi 3500, 4000, 5000, 10 000? Est-ce que tu as réussi à prendre cette décision toi-même pour aller atteindre quelque chose? Donc parfois, il y a une incongruence. Il y a une incongruence totale. Et cette incongruence, ça coûte très cher au closer parce que bah, forcément, déjà, il y a parfois un gros mal-être qui s'installe déjà chez le closer au début de son activité. Il accompagne des entrepreneurs indépendants et lui, il n'est pas indépendant, par exemple, il vit chez ses parents. Hmm. Tu vois. Là, il y a des incohérences psychiques et psychologiques qui sont... il en est conscient, mais il ne veut pas y penser. Tu vois. Tu t'adresses à des gens qui veulent investir gros et toi, tu l'as jamais fait. Tu vends du haut de gamme, mais toi, tu vis comme en quelque sorte un freelance sous-payé. Tu vois. Et tu vois, toutes ces choses-là, encore une fois, ce sont des petits traumas qui s'ajoutent les uns les autres à l'intérieur du closer et qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, il y a une incongruence totale qui grossit et ce qui fait que bah, il n'arrive pas à closer. C'est identitaire en fait. Tu as une identité et tu fais des actions d'une personne qui devrait avoir une autre identité, quoi. Ouais, tu te crées une identité, mais Hmm. c'est pas ta vraie identité. Et ça, je l'ai analysé chez beaucoup de closers. Ils s'imaginent, ils s'inventent une vie. Tu peux pas t'inventer une vie. Tu sais, tu peux mentir à tout le monde une fois, tu peux mentir tout le temps à une personne, mais tu peux jamais mentir tout le temps à tout le monde. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans cette phase qui est très sombre, dans le milieu vraiment du closing, c'est euh, de clarifier sa propre identité pour pouvoir avancer correctement. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.